votre fidélité. Bienvenue à cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Une édition du soir que nous ouvrons avec ce fait de société. Les flammes ont ravagé 2 maisons construites en matériaux provisoires dans la localité de Baré-Bakem. L'incendie qui s'est produit dans l'après-midi de ce mardi 16 février 2021 a consommé l'essentiel du contenu de ces 2 résidences et à côté de la ville de Konsamba. C'est un début de boisson qui a reçu la visite inopinée des malfrats. Le détail de ces 2 événements malheureux, Jean Jemayetna, Château-Vallon-N. C'est à proximité du marché central de Baré-Bakem que l'incendie s'est produit dans l'après-midi du mardi 16 février 2021. Le matériau provisoire avec lequel étaient construites ces 2 maisons victimes a fortement favorisé la furie des flammes. J'ai crié au secours, j'ai lancé la face de mon Arrivés sur les lieux, les éléments du corps national des sapeurs-pompiers, partis de Konsamba, ont pu s'y construire les flammes qui se dirigeaient vers les maisons voisines. Le sous-préfet de l'arrondissement de Baré-Bakem, dans le département du Mungo, a convoqué sur place une réunion de crise. Question d'avoir une idée exacte sur cette série d'incendies dans son unité administrative, dont l'origine reste toujours inconnue. Un salon, une cuisine. 2 chambres, un salon. Et l'origine du feu, c'est quoi? Le feu est sorti sur le voisin. Je ne sais pas ce qui a arrivé. Il ne sait même pas. Je suis rentré du travail jusqu'à me déshabiller. Je dis on va à la cuisine. J'ai vu seulement que le feu jaillit déjà dans la chambre. Et combien de personnes habitaient cette maison? J'étais dans ma localité, moi seul. Toi seul? Okay. Et à quelques kilomètres de Baré-Bakem, c'est ce débit de boisson situé au lieu du carrefour Milan-AC du marché central de Konsamba qui a reçu la visite inopinée des malfrats, de gang de hors-la-loi qui a fait éruption dans cette vente emportée dans la nuit du mardi à ce mercredi 17 février 2021 est reparti avec la bagatelle somme de 350 000 francs CFA au niveau de la caisse de vente en gros et de 85 000 francs CFA au bar de la vente en détail. Ils ont voulu casser mon entrée, ils n'ont pas réussi. Ils sont grimpés ici, ils sont entrés parce qu'on voit les pieds, la poussière sur le comptoir. Ils sont entrés. On doit de l'argent emporté, ils ont pris. Non, c'est seulement l'argent qu'ils ont. Okay. Et mes capsules sont là. Une enquête a été ouverte à l'effet de rattraper ces cambrioleurs qui sont en cavale. Et puis dans le chapitre de l'actualité, nous parlons de religion. Ce mercredi est journée de cendre pour les chrétiens catholiques du monde entier. Dans la capitale économique du Cameroun, Douala, nos reporters Patrice Fokou et Patrick Ngoignan sont rendus à la cathédrale de Saint-Pierre-et-Paul de Bonadibon pour prendre part à la messe consacrée à cette journée des cendres. Un message fort consacré principalement aux démunis et aux pauvres à la faveur de ces 40 jours de carême pour les chrétiens catholiques. C'est le mercredi des cendres, ici à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Douala. À l'intérieur de l'église se tient la messe avec au pupitre l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Cléda. Le message pour ce carême 2021 est enrobé dans le triptyque renouvellement de foi, renouvellement de la charité et renouvellement de l'espérance. Le temps de carême, c'est un temps de grâce, comme l'archevêque l'a dit, pour que nous nous renouvelions, pour que nous changions de vie. Et je crois que quand on parle de la réconciliation, vous voyez, là on exclut de son cœur l'esprit de vengeance. On exclut de son cœur ce souci de vouloir aussi
remettre la pièce de monnaie au frère ou à la sœur qui nous a offensés. Et je crois que pour la réconciliation, il faut s'ouvrir, comme il a dit, à la grâce de l'Esprit Saint. En cette ère de conflit dans les zones anglophones du pays, et même dans le septentrion, le temps du carême nous donne l'occasion d'opérer un changement de vie. Le prélat, dans son homélie, prône pour un carême de paix et de réconciliation. C'est un temps où on redécouvre le goût de la parole de Dieu, le sens de la destinée de l'homme qui se lit et se traduit à travers la vie et l'œuvre du Christ. Et le temps de carême est fait pour nous le rappeler de manière forte, pour que nous puissions vivre l'évangile à la suite du Christ Jésus, pauvre, charitable, aimant, pour la gloire de Dieu. En recevant la cendre ce jour, ces fidèles catholiques ont bien à cœur cette volonté de changement. Les périodes sont pour nous, pour nos chrétiens, des périodes de grâce, des moments de grâce. Nous devons mettre à profit toutes ces périodes pour que le Seigneur continue de nous purifier. Parce qu'il a commencé pour ceux qui ont déjà reçu le baptême, par le baptême, mais nos faiblesses ne nous permettent pas toujours de rester debout. On chute, on tombe, on se relève, mais la grâce nous soutient. Jésus-Christ en venant nous trouve dans les bonnes conditions. Donc l'évêque nous a dit tout à l'heure que le carême, c'est la paix. Il faut qu'on essaye de mettre la paix dans nos familles, au niveau de nos lieux de service. Que les couples qui ne s'entendent pas essayent de trouver une solution, n'est-ce pas, pour que la paix revienne dans la maison. Donc mon souhait, c'est que le Seigneur nous donne la grâce, n'est-ce pas, de voir nos erreurs et de les abandonner et pour vivre selon ses commandements. Ce mercredi des cendres marque ainsi le début du carême, période de pénitence avant la grande célébration du triomphe de la vie sur la mort à la Pâque, symbolisé par la résurrection de Jésus-Christ. Et puis toujours en rapport avec cette journée mercredi des cendres, nous sommes allés à la rencontre de Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque métropolitain de Douala, et il nous rappelle ici l'importance du carême. Le carême est un temps où l'occasion est donnée à chaque fidèle de rencontrer Jésus-Christ, de se convertir. Le renouvellement se fait donc à travers la conversion, c'est-à-dire notre démarche sincère vers Jésus-Christ. Aller vers Jésus-Christ dans ce sens que nous acceptons son évangile, nous acceptons de faire sa volonté, et c'est cela, c'est ce renouvellement dans tous les aspects de notre vie. C'est cela le temps de carême. Mais un temps profitable mais pour nous, c'est une nouvelle naissance, qui nous conduit donc jusqu'à Pâques à célébrer la mort et la filiation. Voilà ce que nous avons à faire. C'était Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque métropolitain de Douala. Il revenait ici sur l'importance du carême. Nous parlons d'éducation, notamment de l'évaluation des difficultés rencontrées au premier trimestre de l'année 2020-2021 à l'éducation de base, précisément dans la région du littoral. Voilà le cœur de la sectorielle d'éducation qui s'est tenue à Douala sous la présidence du délégué régional de l'éducation de base littoral, Patrick Ngoigna et Patrice Foucault. 67% d'activités pédagogiques en cette début de moitié du second trimestre 2021 à l'éducation de base dans la région du littoral, c'est l'essentiel à retenir de cette sectorielle tenue ici à Douala. Nous abordons la ligne droite de nos activités. Nous sommes pratiquement à mi-chemin du deuxième trimestre, le trimestre le plus phare. Il était question, n'est-ce pas, de s'arrêter, faire un bilan, identifier les difficultés, les stabiliser pour être sûr d'enclencher une année réussie. Le cadre de concertation que nous venons d'avoir en ce qui concerne l'éducation de base dans la région du littoral est un exercice courant qui se passe généralement en début de chaque année. Et il s'avère que le premier trimestre
faisait l'objet donc de cet examen aujourd'hui en présence de toute la chaîne éducative de la région du littoral. Le délégué régional de l'éducation de base pour le littoral a saisi cette occasion pour rappeler à ses collaborateurs la nécessité de toujours respecter les mesures barrières. Nous sommes dans un contexte de lutte contre la Covid-19 et que partout, comme dans le secteur éducatif, il y a un relâchement de l'application des mesures barrières. Il est question pour nous de maintenir la flamme haute. Il est question pour nous, n'est-ce pas, de sensibiliser tous nos collaborateurs qui comprennent que le milieu scolaire a un impact important et que dans ce milieu, on doit maintenir la flamme haute pour que les mesures barrières soient exécutées. Pour ce qui est des Jeux FENASCO, la compétition se peaufine sereinement. Pour le moment, je peux déjà vous rassurer que les finales d'arrondissement sont en train d'être jouées. D'ici une semaine, on va, n'est-ce pas, déclencher avec les finales départementales et après ce sera les finales régionales. Et nous le faisons dans le contexte de respect des mesures barrières. L'examen de certification, principal objectif de l'éducation de base, est aussi en ligne de mire dans la région du littoral où les enseignements doivent être couverts à date. Toujours dans la région du littoral, mais principalement dans une de ces localités, les populations du village Bonnet-Poupa, dans l'arrondissement de la Dibamba, sont en colère et s'insurgent contre l'entreprise NeoTP qui exploite le sous-sol depuis 23 années au mépris des clauses arrêtées, consignées dans un cahier de charge. Et pour exprimer leur mécontentement, les hommes et femmes de cette collectivité villageoise en colère ont bloqué la circulation sur le tronçon routier qui va de la carrière jusqu'au village Georges Medna et Jean-Blaise Tonier. Impossible de rallier la carrière d'exploitation du gravier de Bonnet-Poupa, partant du village éponyme dans l'arrondissement de la Dibamba. Très en colère contre l'entreprise NeoTP qui exploite le sous-sol de cette agglomération. Des populations de Bonnet-Poupa ont bloqué la circulation sur ce tronçon routier jusqu'à nouvel ordre. Depuis 23 ans, NeoTP exploite la carrière de Bonnet-Poupa sans aucune réalisation sur le terrain. Il y a plusieurs années que cette carrière a été fermée parce que NeoTP n'avait plus de titre d'exploitation. À la réouverture, nous avons juste été surpris de voir les travaux redémarrer sur le site de la carrière. Nous avons rapproché les responsables de la société NeoTP qui nous ont fait savoir qu'ils étaient en voie de réouvrir la carrière. Nous avons un réunion qui a été à cette réunion à la sous-préfecture de Dibamba. C'est donc ce cahier de charge arrêté de commun accord entre l'entreprise NeoTP et la communauté villageoise de Bonnet-Poupa qui est à l'origine du mouvement d'humeur de ce mercredi 17 février 2021. Monsieur le sous-préfet l'a dit, il y a bien un cahier de charge arrêté par mon prédécesseur, monsieur le directeur, signez-le et travailler dans la paix. Ce qui n'a pas été fait, il a trouvé mieux, le sous-préfet donc lui a instruit. Si tu ne veux pas signer ce cahier de charge, vous me le renvoyez. Il a renvoyé le cahier de charge à l'administration. Un mépris très grave envers l'administration. La construction d'une case polyvalente, l'acquisition d'un forage en eau potable. Et tout cela s'est régi dans le cahier de charge. Et la fourniture des agrégats à tous les fils et filles Bonnet-Poupa qui devront vouloir se construire, se bâtir les maisons. Construction d'un centre de santé également intégré. Voilà, cher monsieur, les grandes lignes du cahier de charge que refuse de signer le directeur général de NeoTP. Malgré toutes les démarches engagées auprès des autorités, des départements ministériels concernés et même au niveau de la présidence de la République, l'entreprise qui exploite le sous-sol de Bonnet-Poupa depuis 23 ans reste campée sur sa position au mépris des clauses arrêtées.
Aujourd'hui, nous interpellons toute l'autorité, son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, et tous ces ministres que nous avons saisis. Vous pouvez voir, nous avons saisi tous les ministres de la République, jusqu'à la présidence de la République. Tout a été saisi pour leur dire, leur demander de protéger les minorités, non à une exploitation sans cahier de charge. Venu calmer les ardeurs de ces hommes et femmes, le sous-préfet de l'Adibamba a convoqué une réunion de crise pour ce jeudi 18 février 2021. Alors, c'est vrai, depuis quelques années, la carrière NEOTP exploite ici à Bonikupa, mais il y a un problème de fond, c'est-à-dire la signature de cahier de charges qui fait problème. Et nous sommes donc venus en sapeurs-pompiers auprès de la population pour les exhorter à ne pas faire le désordre. D'ici demain, nous allons résoudre la situation en présence ainsi des partis, des deux partis, dont le PDG de NEOTP et son staff, et également le chef de village, le chef du comité, le président du comité de développement et également la communauté villageoise. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais en attendant, la route de Bonikupa reste fermée à la circulation. Il doit être barricadé comme vous avez fait là, jusqu'à ce qu'on sorte de mon bureau et qu'une situation, une solution soit trouvée. Nous parlons de toute autre chose à présent. Nous rendons dans la région du Sud, précisément dans le département de l'Océan, où le tout nouveau préfet de l'Océan a entamé et poursuit sa tournée de prise de contact sur le terrain. Nolo Bello, puisqu'il s'agit de lui, vient de passer en revue plusieurs unités administratives placées sous son autorité, question de toucher le doigt la réalité de ces structures, mais bien plus envisager des pistes de solutions pour améliorer le cadre de travail et booster le rendement de ces différents services publics. Le point avec Albert Madola. Entamé le 27 janvier dernier, le préfet du département de l'Océan, M. Nolo Bello, vient d'achever la première phase de sa visite de prise de contact dans les services publics et de défense de la ville de Kribi. Lors de cette visite, M. le préfet du département de l'Océan a fait un constat, le manque de ponctualité, l'absence de respect de la hiérarchie et l'absentéisme dans les services publics de la ville de Kribi. Je voudrais déjà vous remercier de l'occasion que vous m'avez donnée pour m'exprimer sur le bilan de cette tournée de prise de contact que j'ai entreprise il y a 2 semaines. Je voulais déjà dire que j'ai découvert des services publics dans de bonnes conditions. Ces services fonctionnent normalement. Nos collaborateurs sont à pied d'œuvre malgré les difficultés que nous avons pu enregistrer. Nous avons ces difficultés d'ordre matériel, d'ordre humain, mais également d'autres difficultés qui nous ont été signalées. Et nous avons engagé nos collaborateurs à se mettre au travail résolument pour que nous puissions relever les défis d'abord de la sécurité de notre département, mais aussi du développement. Comme vous le savez, son Excellence Paul Biya a voulu faire du département de l'Océan un grand département à travers tous les grands projets structurels qui sont déjà exécutés, d'autres en cours d'exécution. Et nous avons invité nos collaborateurs à accompagner ces projets de l'État en étant des collaborateurs disponibles, engagés, mais aussi aux côtés des différents promoteurs et investisseurs. Après un repos bien mérité, le préfet du département de l'Océan entame dès le 18 février prochain sa visite de prise de contact dans l'océan profond. Nous parlons de prévention routière afin de réduire à sa plus simple expression les accidents de la circulation sur nos différents axes routiers, précisément au lendemain de l'accident de la falaise de Chance dans la région de l'Ouest. La dite région s'est dotée des équipements de prévention et de sécurité routière. La phase expérimentale et d'utilisation de ces équipements a eu lieu le 16 février 2021 dernier. Les précisions de Charles-Fils Elanguin et Herbert Pamon.
Il s'agit de 2 radars semi-portatifs de dernière génération, de 8 kits complets d'éthylotest et 2 toxicotests électroniques. Après une phase d'imprégnation théorique de ces équipements par les officiers de police judiciaire à compétence spéciale de la Brigade nationale de prévention et de la circulation du ministère des Transports, il était question de passer à la phase de pratique sur le terrain. L'axe Bafoussam-Tchan, au lieu d'Ibakassa, a été choisi pour cette démonstration. Durant plusieurs heures, après installation et paramétrage du radar, l'on a pu constater que l'appareil agit seul en captant les images des véhicules circulant dans les 2 sens qui ont dépassé la vitesse recommandée. Une alarme signale, un flash est déclenché et la voiture incriminée est filmée et stoppée. Le radar et le flash. Là, c'est 5 mètres. Aussi ont été expérimentés l'éthylotest et le toxicotest basé sur les taux de consommation d'alcool et des drogues. Les chauffeurs testés sur place ont été sensibilisés sur la non-consommation d'alcool au volant. Des opérations bien appréciées par les usagers de la route. L'initiative est vraiment très bien. Très bien. Ça nous civilise. Généralement, je ne vais pas vous mentir, on ne respecte pas les panneaux. L'alcotest, c'est la plus meilleure même des choses. Je ne peux pas arriver à Babsam maintenant, je prends une bière, parce que je sais qu'en remontant là, l'alcotest peut m'attraper. Concrètement, il s'agit de réduire à sa portion la plus significative les accidents de la circulation sur nos routes à travers, n'est-ce pas, la sensibilisation du grand public, comme je l'ai dit tantôt, et à travers également la répression qui va suivre. Nous avons dit que c'est un équipement de dernière génération. C'est-à-dire quand l'usager est flashé, l'image est captée par l'appareil. On peut identifier la plaque du véhicule, on peut identifier le véhicule, on peut identifier l'heure, la localisation du véhicule lors de l'opération. Et l'usager donc est mis face à ses responsabilités avec pour incidence, pour but, n'est-ce pas, de le sensibiliser à contribuer de façon significative à la réduction des accidents de la circulation et éventuellement à des sanctions administratives. Il est à noter que ces opérations ont une portée dissuasive et de sensibilisation. Et après la phase de sensibilisation qui va se poursuivre pendant une bonne période, l'on passera à la phase répressive. Et puis dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, nous parlons notamment de nouveaux textes dans la gestion collective du droit d'auteur. Le ministre des Arts et de la Culture, Ismaël Pierre Midounkpat, a procédé à la signature des dits textes et à la remise officielle à Yaoundé en présence des responsables des organismes de gestion collective du droit d'auteur. Compte rendu en Mambrice Ngamon et Mohamed Esoumbade. De nouvelles décisions relues et corrigées pour mieux encadrer la perception et les redevances au titre du droit d'auteur et des droits voisins. Le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidonkwat, ne s'est pas fait attendre pour officialiser ces nouveaux textes et les remettre acquis des droits. Un moment phare pour les responsables des organismes de gestion collective, des changements opérés pour arrimer leur fonctionnement à la nouvelle donne, sans oublier notamment l'introduction du numérique dans le commerce artistique qui impose de revoir la manière de penser la perception et la répartition du droit d'auteur et des droits voisins. Il est important de rappeler que la redevance au titre de la copie privée des vidéogrammes et phonogrammes, véritable gisement du droit d'auteur, et l'introduction du numérique dans le commerce artistique impose de revoir la manière de penser, la perception et la répartition du droit d'auteur et des droits voisins. Des nouveaux textes signés par le ministre au cours de cette cérémonie. Il s'agit entre autres de la décision portant homologation d'un barème de partage intersocial de redevances perçues au titre du droit d'auteur ou des droits voisins auprès de certains usagers, de celle fixant les modalités de partage de la redevance due au titre du droit d'auteur ou des droits voisins par la CRTV, de la décision portant homologation d'un barème de partage interne de redevances perçues au titre des droits voisins du droit d'auteur auprès des usagers autres que les radios et télévisions. Et bien sûr, la décision fixant les modalités de sécurisation des fonds collectés au titre du droit d'auteur ou des droits voisins.
Ça fait très longtemps qu'on attend ce document. C'est vraiment une satisfaction. C'est un soulagement en fait. Donc le tourbillon dans lequel on a tourné pendant 3 années à blanc, ça s'est arrêté là, il y a quelques minutes. Et je pense qu'on va pouvoir prendre les choses en main. C'est donc une autre page qui s'ouvre pour les artistes, une avancée qui devrait leur permettre de mieux vivre de leur art. Nous restons dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, pour parler du cadre d'implémentation du volet recherche dans son plan stratégique de développement 2021-2025. L'Université de Yaoundé 2 à soi vient d'ailleurs à cet effet de procéder à la signature de la convention de la mise en place de la première phase de la première chaire santé, globalisation, normes politiques et marché. Cette chaire de recherche a pour objectif le développement, l'enseignement, la valorisation de nouveaux savoirs et sur un objectif d'étude précis, à savoir la santé. Une fois de plus, Amandis Ngamon et Elvis Ngwe. Une chaire de recherche universitaire, une forme de collaboration partenariale entre l'Université de Yaoundé 2, soit et l'IFPMA, acteurs du monde économique et social. Elle exprime ici la volonté des acteurs y participants d'établir un partenariat stratégique sur un sujet porteur. La convention de la mise en place de la première chaire santé et globalisation, normes, politiques, marché, portée par cette institution universitaire, technopole des sciences sociales, a été signée ce jour en visioconférence. Il s'agira précisément pour l'université de nourrir dans ce partenariat avec un acteur privé, avec une industrie, avec le monde industriel, le monde pharmaceutique, le monde de la propriété intellectuelle, pour conduire un certain nombre de réflexions afin d'impacter et aussi d'orienter les politiques publiques nationales, les politiques publiques régionales, les politiques publiques à l'échelle nationale en matière de couverture universelle de santé, en matière d'accès aux médicaments, en matière même de vaccination. Est-ce que l'on a le droit, est-ce que l'on a la possibilité de refuser d'être vacciné? Ce sont des questions qui touchent à la fois aux politiques publiques, aux droits, aux politiques économiques. À l'ère du Covid-19, la mission de cette chaire sauve être la structuration d'un écosystème de recherche à finalité opérationnelle permettant l'innovation académique et pédagogique à destination du monde universitaire et professionnel. On voit aujourd'hui l'impact de la pandémie de la Covid qui indique donc clairement qu'il y a un lien entre les champs de recherche des sciences juridiques, des sciences politiques, des sciences de gestion et des sciences économiques. C'est autour de cette interface que la chaire va mener ses activités. La mise en place de cette chaire est un pas de plus dans le développement de nouveaux espaces de réflexion et de production de connaissances sur les situations de santé et leur gestion de proximité, dont l'anticipation et le retour d'expérience constituent un enjeu majeur à l'université de Yaoundé de Soua. Nous parlons également de politique dans cette édition de l'information du soir. Après 1 an, 8 mois et 4 jours de détention à la prison principale de Yaoundé, Ndongim, le premier vice-président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, est de retour dans son village natal, accompagné du président du MRC, le professeur Maurice Kamto. Mamadou Yakouba Mota est arrivé à Tokombéré, dans le département du Mayo-Saba, région d'extrême du Cameroun. Il a été accueilli par une foule immense venue dire bienvenue à ce digne fils du village, Georges Méledna et Casimir Banti. Tel un retour triomphal de l'enfant prodige chez les siens, le premier vice-président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, a été accueilli en grande pompe à son arrivée par les populations de Tokombéré dans une liesse totale teintée d'émotion.
Après plus d'1 an et 8 mois derrière les barreaux à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui, Mamadou Yakouba Mouta est de retour à Tokomberi, son village natal, situé dans le département du Mayo-Saba, région de l'extrême nord Cameroun. Difficile de contenir cette foule immense des hommes, femmes et enfants venus souhaiter la bienvenue à ce digne fils du village qui était accompagné pour l'occasion de son président national, le professeur Maurice Kamto, ainsi que plusieurs cadres politiques du MRC. Sur la cour du domicile familial et devant la génitrice de Mamadou Mouta, les populations de Tokomberi ont salué le retour de l'homme politique parmi les siens et comptent sur le premier vice-président du MRC pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Notre héros, nous n'avons jamais espéré te revoir un jour, mais voilà que Dieu a opéré ses miracles. Te voilà de nouveau parmi nous. Nous souhaitons la bienvenue, camarades politiques, frères et amis, toute la population de Tokomberi en général et la famille Mota en particulier est très fière de toi. Rappelons que cet ingénieux agronome retrouve ainsi la chaleur familiale dans son village à Tokomberi après plus de 20 mois d'incarcération. Dans l'actualité hors de nos frontières, l'Afrique du Sud reste l'un des pays africains les plus touchés par la pandémie du coronavirus. Et pour faire face à cette pandémie, les autorités ont entrepris de vacciner la population. La campagne est définitivement lancée. Et au premier rang des personnes vaccinées, le président en personne. Suivons plutôt ce reportage. La première à se faire vacciner, c'est cette infirmière. Et juste après, le président du pays, Cyril Ramaphosa. Ça y est, la campagne de vaccination en Afrique du Sud contre le Covid-19 a officiellement commencé. Pas de déclaration du chef de l'État sud-africain à part un tweet « Je viens de me faire vacciner », suivi du hashtag « Nous choisissons la vaccination ». 80 000 doses du vaccin américain Johnson & Johnson sont arrivées à Johannesburg mardi dans la soirée. Elles remplacent le million de doses du vaccin AstraZeneca déjà dans le pays depuis début février. Selon une étude locale, le vaccin britannique aurait une efficacité limitée contre le variant sud-africain. Alors, dans le doute et dans l'urgence, les autorités sud-africaines se sont rabattues sur le vaccin américain. L'annonce récente concernant l'efficacité limitée du vaccin d'AstraZeneca que nous avions déjà acheté a certainement été décevante. Cependant, nous étions déterminés à ne pas dévier de notre engagement de lancer des vaccins en février. L'Afrique du Sud se lance dans un pari car le vaccin Johnson & Johnson est toujours en phase de test. Pretoria a annoncé qu'elle offrait son million de doses du vaccin AstraZeneca à l'Union africaine. Madame, c'est la fin de cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme qui se poursuit. Bonsoir à toutes et à tous.